Bonjour à toutes et à tous, vous avez bien dormi. Et nous accueillons donc une nouvelle qui sera une de nos conférencières aujourd'hui que nous remercions de venir de faire cet aller-retour express pour être avec nous. Donc une matinée qui va être à la fois consacrée à la question de l'âge en rapport avec les violences et on va commencer aussi par un cadrage plus général, c'est ce qui était prévu, avec, en accord avec ce que nous avions dit hier sur la question des sciences sociales plus largement que le genre. Donc le sous-titre non marqué sur le programme que nous avons donné à cette petite introduction avant l'exposé d'Anne-Claude Ambroise rendu, c'est de la difficulté des sciences sociales à se saisir des violences ou le triomphe ambigu des violences fondées sur le genre. Pour commencer, si vous ouvrez la ligne du Monde en ligne à peu près n'importe quel jour, et c'était le 13 mai que je l'ai fait, vous avez l'accumulation de faits comme l'utilisation du viol comme arme de guerre en Ukraine par les soldats russes, la dénonciation de faits de violences sexistes et sexuelles du fait de personnalités politiques en France avec de nombreuses affaires en cours aujourd'hui, la révélation de violences sexuelles perpétrées dans une communauté religieuse en Vendée, des soupçons de maltraitance dans un établissement médico-social pour adultes handicapés, dans des loyers très rémunérateurs qui pouvant bénéficier à la famille d'un ex-ministre et président de région, et la fin en Isère après 36 ans d'enquête et l'élucidation du meurtre d'une femme par un homme qui est décrit comme ayant des relations problématiques et des altercations répétées violentes avec des femmes depuis ses 14 ans. Donc l'actualité quotidienne, vous le savez, est chargée par ce constat à la fois de la multiplicité des formes de violence et aussi de l'identification de ces violences, y compris dans cette presse généraliste, ces violences en rapport avec le genre, avec des personnes identifiées comme concernées par ces violences de genre ou des populations dites minoritaires, comme le sont les adultes handicapés de l'établissement médico-social que j'évoquais dans cette une du Monde. Donc ce constat n'est pas banal, nous sommes habitués à ouvrir le journaux et à faire ce genre de lecture, puisqu'il y a 20 ou 30 ans, presque l'ensemble des faits que j'ai évoqués là auraient été considérés comme non-infraction ou n'auraient pas été étiquetés comme violence. Et nombre de ces actes également sont de manière courante identifiés, donc comme je le disais, en rapport avec le genre et en rapport avec les populations dites minoritaires. Que ces violences donc, soient reconnues comme telles et qu'elles soient mises en rapport avec le genre, c'est le résultat de 30 années au moins d'une construction d'un problème public auquel on contribue, comme on le rappelait hier, on contribue de manière par des faisceaux croisés, par une intersection, au moins 3 fils des mouvements sociaux, féministes, des chercheurs, donc la recherche dans diverses disciplines, et des acteurs à divers titres dans les politiques publiques. Donc ce phénomène s'est développé dans ces 30 dernières années, dans cette co-construction, à la fois dans les arènes nationales, mais aussi internationales et transnationales, comme l'ONU, l'OMS en particulier, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne. Un certain nombre d'éléments qui ont été rappelés hier par Marianne concernaient cette construction dans ces arènes internationales et dans d'autres pays, dans les Suds, qui ne sont pas directement concernés comme acteurs dominants de ces institutions internationales, via des problèmes publics plutôt étiquetés comme santé sexuelle et reproductive. Je pense par exemple à la construction de problèmes de santé, problèmes publics, dans les enquêtes DHS, Demographic Health Survey. Donc que les sciences sociales soient parmi les actrices de la construction, de la promotion de ces violences comme problème public, ce n'est pas une chose banale et historiquement ce n'était pas du tout évident. Et là, quand je dis sciences sociales, j'inclus ici donc la sociologie, l'histoire, la sociologie en rapport avec la statistique en particulier, la science politique, l'anthropologie, mais aussi l'économie, si c'est vrai que je ne sais pas si elle est d'accord, si l'économie est une science sociale, que les économistes ne sont pas d'accord. Je considère que oui. Donc dans l'histoire de ces disciplines, la violence est de longue date un objet en réalité difficile. Donc cette évidence que nous déplions dans nos journaux n'est pas du tout évidente. Est-ce que nous aimerions montrer avec Tania ce matin? C'est vous rappeler, ce sont quelques raisons des difficultés des sciences sociales à se saisir des violences, pour montrer par contraste à quel point la période récente est exceptionnelle, même si la promotion des violences fondées sur le genre ne règle pas tous les problèmes politiques et tous les problèmes théoriques des sciences sociales vis-à-vis des violences. Et plus particulièrement, dans la période récente, et c'est Tania en particulier qui le montrera, nous montrerons comment les statistiques ont accompagné la promotion des violences comme problème public, avec une contribution de la statistique qui est à la fois difficile, fragmentée et ambiguë, avec de nombreux producteurs et de nombreux utilisateurs de chiffres.
Pour commencer par grands ordres de rubrique, un premier ordre de raisons pour lesquelles les sciences sociales, sociologie, anthropologie et histoire en particulier, ont du mal à affronter les violences, c'est la violence comme catégorie anthropologique. Un texte, peut-être que certaines, oui, qui font partie de l'usage l'ont lu, ça je le sais, mais un texte que je relis depuis à peu près 20 ans, je crois, de 1984, de Gérard Lanclu, Elisabeth Claverie et Jean Jamin, qui dit « La difficulté à ethnographier la violence », nous dit « Comment cet ensemble accumulé de conduites et de représentations de la violence, que l'on pressent disparate à l'extrême, pourrait-il constituer un objet homogène d'analyse, relevant d'un traitement comparatif, et la violence être du même coup promu en catégorie anthropologique et dans l'acception universaliste des mots. » Donc quand on s'efforce en sciences sociales de produire une ethnographie riche, détaillée, fournie, que l'on s'efforce de spécifier les contextes sur lesquels on travaille, la catégorisation, par cette catégorie anthropologique de violence, devient difficile. Ça devient un acte très audacieux de coller cette étiquette sur cette grande diversité. Les sociologues et les anthropologues ont ce problème-là, les historiens plus encore si on les écoute. Je rappelle ici un texte de Jean-Marie Fecteau qui nous dit que cette catégorisation de la violence ou des violences sous une étiquette est un problème épistémologique et méthodologique immense à surmonter, pour les historiens en particulier, attachés aux détails de l'archive, aux détails matériels des phénomènes qu'ils étudient, ce qui rejoint chez des historiens comme Koselleck la difficulté à fixer des catégories méta-historiques. Comment considérer à travers les siècles, comment faire une grande histoire de la violence, puisque la violence est tellement fragmentée, tellement diverse. Alors, du coup, le problème se résout parfois chez les historiens, mais parfois aussi chez les sociologues, en disant je vais faire une histoire de la violence, mais en réduisant le dénominateur énormément, et en faisant finalement une histoire de la violence physique ou une histoire de l'homicide, simplement d'un type de violence en disant que c'est la violence. Et là, je vous renvoie à des exemples qui sont au début de cette histoire de la construction des violences comme problème public, comme Jean-Claude Chenet, par exemple, avec des histoires très, très hyper centrées sur des phénomènes réduits, mais malgré tout des livres qui s'appellent L'histoire de la violence. Donc les auteurs qui proposent des perspectives pluriséculaires et qui osent faire cet acte de dire je parle de la violence ou des violences à travers des situations si différentes sont rares. Et évidemment, deux des grands, ce sont Norbert Elias et Max Weber, bien qu'ils ne soient peut-être pas centralement intéressés par la violence. Avec du côté d'Elias, un intérêt pour un processus civilisationnel qui n'est pas la violence, mais plutôt l'autocontrainte, comment l'autocontrainte des individus se développe à travers l'histoire. Et avec chez Elias, la difficulté à penser des formes diverses de violence et la difficulté, peut-être la possibilité de penser aussi la décivilisation. Comment pourrait-on revenir en arrière si un processus est enclenché qui peut-être est un processus évolutionniste. Et chez Weber, peut-être pas un intérêt central non plus pour la violence, peut-être davantage un intérêt pour l'État, et du coup, à travers l'histoire de l'État, la construction de l'État, la sociologie historique de l'État, savoir quel rôle joue là-dedans la violence. Donc la violence comme catégorie métahistorique ou anthropologique, c'est compliqué pour l'anthropologie, pour l'histoire et pour la sociologie. Une deuxième raison pour laquelle les sciences sociales se dépatouillent difficilement de la violence, c'est le caractère inobservable qui a été noté à maintes reprises, notamment par les anthropologues. Je vous cite un passage des carnets de travail, des notes de terrain de Philippe Bourgoin. Quand la grenade est tombée sur l'adolescent devant moi, j'ai plongé derrière des buissons, j'ai heurté une jeune mère déjà cachée à cet endroit et j'ai fait peur à son bébé de 6 mois qui s'est mise à pleurer. Elle m'a sifflé à l'oreille, vete de aquí rapido. Donc va-t'en vite, va-t'en vite d'ici. J'ai d'abord cru qu'elle était fâchée et qu'elle me repoussait sans pitié vers le déluge de balles, et puis soudain, j'ai compris qu'elle essayait de me sauver la vie. Les pleurs de l'enfant commençaient en effet à s'entendre à travers le fracas des armes. Je me suis élancée en courant avant qu'une nouvelle rafale de mitraillettes fauche dans les hurlements des mères et des bébés, dans les hurlements des mères et des bébés derrière moi. Donc ça, c'est un texte qui est très rare. La règle générale, c'est que l'ethnographe ne peut pas observer la violence. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Et c'est ce que note justement dans ce même texte de 1984, Jean Jamin, Gérard Lanclu et Elisabeth Claverie, qui écrivent « Une des faces de l'objet violence, si l'on considère son aspect imprévisible, son caractère de pur événement, de survenue, en un mot d'accident de la règle sociale, tend à se dérober presque toujours à l'observation directe et par voie de conséquence, à rendre inopérante et même impraticable la règle de l'observation participante sur laquelle se fonde pourtant toute démarche ethnologique. L'ethnographe peut-il être le témoin d'un meurtre sans en devenir le complice ?»
Et là, on pense à des exemples où effectivement l'ethnographe a pris ce risque, a fait ses observations et a été accusé de complicité, comme c'est le cas d'Alice Goffman, par exemple, avec son livre On the Run, où elle participe dans une espèce de chevauchée sauvage où un crime est commis et où son livre est à la fois adulé, récompensé par des prix et où elle finit quasiment en prison aussi parce qu'elle est considérée comme ayant participé à l'homicide qui a été commis. Donc cette question de l'inobservabilité de la violence, de rares sociologues s'y sont vraiment affrontés, c'est-à-dire tout le monde le dit mais on s'y affronte vraiment rarement, et Randall Collins, en 2008, avec ce gros livre vraiment qui n'est pas encore traduit, je crois, Violence Microsociological Theory, donc la théorie microsociologique de la violence, se risque à s'aventurer sur ce terrain, mais son livre constitue plutôt un apax qu'autre chose. C'est vraiment une exception. Et ce qu'il propose, finalement, est à la fois révéré, c'est quelqu'un qui est cité à maintes reprises comme vraiment un exemple très exceptionnel et très remarquable, mais en même temps, il ne produit pas réellement, il me semble, d'effet chez les sociologues. Donc ce que dit Collins, c'est qu'il faut contourner ce problème de l'observabilité de la violence, il faut trouver des substituts, donc travailler par exemple avec des films, avec des archives, avec des récits, toutes sortes de matériaux de substitution, à défaut de pouvoir observer in vivo ce qui se passe, à défaut de pouvoir jamais observer la violence. Et pour Collins, la conclusion, c'est que après examen de toutes sortes de sources de cet ordre-là, c'est que la violence est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de rare, puisque la violence pour lui se résume à des situations. Et dans une situation, c'est une confrontation, l'expression c'est confrontational tension fear, donc c'est un moment de peur confrontationnelle et de tension dans la confrontation, où rarement la violence advient, parce que celui qui est capable, ou celle qui est capable de passer à l'acte, est un individu qui est socialement extrêmement difficile à comprendre et qui est capable de surmonter des émotions que peu sont capables de surmonter. Donc la violence est essentiellement situationnelle, elle arrive dans l'instant, elle est très difficile à observer et il faut passer par des voies parallèles. Donc, faute de pouvoir observer la violence aussi, la sociologie invente des catégories ou passe par des voies d'abstraction et des choses, parle de choses invisibles et construit des catégories qui permettent de visibiliser des choses qui ne le sont pas. Les catégories de violence institutionnelle, violence symbolique, slow violence par exemple chez Rob Nixon aussi, pour parler des désastres environnementaux et en termes de justice environnementale, sont de cet ordre pour parler de la façon dont des populations, par exemple, sont soumises à travers les siècles, à travers les générations, à des contraintes et une forme de domination qui fait que leur vie est sans valeur, comme je le dirais, tout à fait dans le sens que développe l'idée facile. Donc ces manières pour les sciences sociales d'apprivoiser le concept de violence sont en quelque sorte des ruses pour contourner ce problème de l'observabilité. La troisième raison qu'on pourrait peut-être rappeler ici, c'est que la violence, en fait, est quand même centrale dans la sociologie, en tout cas la sociologie durkheimienne. Elle est centrale au moins à deux titres. Les faits sociaux sont des violences. Quand Durkheim nous explique la coercition, ce que c'est qu'un fait social, c'est une coercition, c'est une forme de violence, et justement on repère chez Durkheim le fait social au fait que les individus y réagissent aussi par des formes de violence. Ce sont ceux qui contestent les normes. Pour Durkheim, un fait social est reconnaissable au fait que celui qui dévie de la norme objective peut permettre aux sociologues d'objectiver l'existence du fait social. Donc la sociologie, la violence est centrale dans la sociologie de Durkheim, alors à d'autres titres aussi, à travers les rites calculaires, etc. Il y a des textes un peu particuliers chez Durkheim, assez rares, qui parlent de la violence comme telle, de la violence des faits sociaux. Mais la violence, malgré tout, a été très difficile à penser pour la sociologie, avec peut-être aussi un problème qui est que si la violence dans sa forme extrême survient, le potentiel de nihilisme pour la sociologie elle-même de la violence devient quelque chose de dangereux. Si toute interaction sociale est détruite par l'exercice de la violence, alors quel est le métier du sociologue? Que doit-il observer puisqu'il n'y a plus peut-être d'interaction sociale? Et du coup, on peut le proposer comme ça, cette difficulté à penser la violence comme forme extrême de destruction des relations sociales a été récupérée par une forme de discours autre, qui n'est pas sur la violence, mais qui est plutôt sur le conflit. La sociologie, on peut en faire l'hypothèse, c'est plutôt tourné vers le conflit, faute de pouvoir aussi s'intéresser à la violence, comme on le trouve chez Simmel, par exemple, avec
l'idée que le conflit, c'est une forme d'interaction sociale qui, malgré le conflit, justement, se poursuit. L'interaction se poursuit vers une forme de règlement, quel qu'il soit. Et ce sont des choses qui se discutent, vous le savez, dans les relations intimes, justement, dont on parlera sûrement dans certains ateliers cet après-midi. La frontière entre la violence et le conflit, la difficulté de démêler les deux. Donc par conséquent, il y a vraiment de nombreuses raisons, j'en ai donné quelques-unes, pour lesquelles les sciences sociales s'emparent difficilement de cet objet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 dernières années pour que cette avalanche nous tombe dessus et que tout le monde parle de violence comme de quelque chose d'évident? Ce caractère donc lacunaire, fragmenté, cet objet difficile pour les sciences sociales, et en particulier à propos des violences dites interpersonnelles, comment se fait-il que le problème ait été résolu ou a-t-il été résolu? Certains auteurs disent que justement la manière dont les sciences sociales ont résolu le problème, c'est le genre, l'outil par lequel les sciences sociales se sont emparées enfin d'une manière générale de la violence, et c'est le levier du genre. On trouve ici des auteurs qu'a cité Marie-Hélène hier matin, comme Sylvia Welby, Zeffer, Linda McKay, Carl Vogt, Larry Ray, qui sont beaucoup des sociologues britanniques, ou anglophones en tout cas, mais beaucoup britanniques, et qui s'intéressent, qui disent que la question du genre, des populations minoritaires, de la violence, des relations entre partenaires intimes, c'est un sujet ancien, mais un sujet dominé dans la sociologie, et que la génération dont ils sont porteurs propose de reprendre ce sujet des marges et d'en faire le centre de la sociologie. À travers le genre, reprenons ce qui étaient des objets marginaux de la sociologie et des sociologues marginaux, et proposons de devenir le centre de la sociologie, proposons à la sociologie de faire enfin une théorie générale qu'elle n'a jamais faite. Contestons donc la mainstream sociology, comme le dit avec force répétition Jeffrey. Donc leur projet, c'est vraiment le projet d'une théorie générale, et le genre en est le levier, en est l'instrument. Le genre, mais aussi la race, mais aussi la classe. Et du coup, par rapport à une sociologie durkheimienne et sa suite, qui était une sociologie de la déviance, on change le regard sur les populations dites déviantes jusque-là, et elles deviennent actrices principales de l'objet sociologique, comme des populations exposées à des violences systémiques et non des populations déviantes. Donc chez tous ces auteurs, on trouve ce changement de renversement et cette proposition théorique comme à la fois une proposition théorique et politique de renversement des marges par rapport au centre. Donc, victoire du genre, peut-être, elle est sans doute limitée, ambiguë, on a déjà vu quelques éléments hier, et une des manières dont s'est fait ce basculement, c'est la statistique. En tout cas, c'est une des voies par lesquelles la sociologie a proposé ce renversement, c'est d'essayer de quantifier de nouvelles manières les phénomènes dans un lien consubstantiel. Je vous renvoie à un texte de 1984 de François Héron, ce lien à la fois objectif, théorique, très fort entre la sociologie et la statistique. C'est ce lien-là qui s'est développé avec une explosion de sources statistiques dans les 30 dernières années. Donc à la fois ces sources apportent énormément de connaissances, de nouveaux outils, elles apportent aussi un éclatement incroyable. Et Tania va nous faire un peu le panorama pour qu'on s'y retrouve, pour rappeler quel type de sources ont quantifié les violences dans les 30 dernières années. Merci Catherine. Donc je vais vous faire une petite présentation de l'évolution des données chiffrées sur les violences en France, en suivant un petit peu un ordre chronologique, mais en problématisant aussi cette évolution. On peut en effet distinguer trois moments dans l'évolution des données chiffrées. Tout d'abord, il y a eu un besoin de disposer de données chiffrées. Dans un deuxième temps, on va voir qu'il y avait le besoin était d'améliorer cette comptabilisation des violences. Et enfin, dans un dernier temps, quand le problème des violences envers les femmes était plus reconnu et que les données sont un peu plus institutionnalisées, la question s'est posée de comment objectiver au mieux les violences et les conséquences de ces violences. Donc pour commencer, les premières données chiffrées sur les violences proviennent des sources administratives. Alors les données administratives sont la mise en chiffre d'informations de services de l'État, par exemple des ministères ou des préfectures. Donc de ce point de vue, ces données rendent fidèlement compte de l'activité de ces structures. Par contre, elles présentent l'inconvénient d'appréhender un phénomène par les seuls contours définis par ces services.
Et donc, sur les violences, la première source administrative, enfin la plus ancienne, provient des services de la justice. Elle date des années 1820. Et à partir de cette époque, en fait, les activités des tribunaux sont recensées dans le compte général de la justice. Mais ce décompte ne peut être que partiel, ce décompte des violences, parce que toutes les violences n'arrivent pas devant les tribunaux. Et plus spécifiquement, deux effets font que ces données vont sous-estimer les actes de violence. Il y a d'abord un effet contour des violences, c'est-à-dire que les données ne vont comptabiliser que les violences que la loi reconnaît comme des délits ou des crimes. Et le deuxième effet, c'est l'effet fait remonter. Tous les faits de violence ne sont pas connus de la justice. Une autre source est celle de la police et de la gendarmerie, qui va apparaître plus tard, au XXe siècle. Et là, le nombre de faits enregistrés est supérieur à ceux de la justice, puisque la police et la gendarmerie vont aussi comptabiliser les crimes et délits potentiels. Par contre, les deux effets cités avant, l'effet contour des violences et l'effet fait remonter, vont aussi jouer sur les données de la police et de la gendarmerie, et même s'ils vont être de moindre ampleur que dans les données de la justice, le décompte va être assez partiel. Donc la mise au jour des limites des sources administratives pour comptabiliser les violences incite certains et certaines à partir à la recherche du vrai chiffre des violences. Et c'est dans cette optique que vont naître les enquêtes de victimation. Alors, les premières enquêtes de victimation apparaissent aux États-Unis dans les années 1960, et en France, ça va être au milieu des années 80 que la première enquête va être produite. Elle va être faite par le Centre de recherche sociologique sur les droits des institutions pénales, le CNRI. Et donc là, les enquêtes de victimation, elles vont aussi enregistrer des faits qui ne sont pas connus des services de police, de la justice et de la police et gendarmerie et de la justice. Et donc, ces enquêtes de victimation vont saisir un plus grand nombre d'actes que les sources administratives, parce qu'elle va interroger les gens sur les actes de victimation dont elles et ils ont été victimes. Cependant, la mise en place de ces enquêtes est guidée par un souci d'amélioration de l'estimation de la délinquance et par la recherche du chiffre noir de la délinquance, ou aux États-Unis, en anglais, on parle du dark figure of crime. Or, la recherche de ce chiffre pose problème. D'une part, elle suppose qu'il y aurait un dénombrement exact de la délinquance qui serait possible et que celui-ci reflèterait fidèlement le phénomène étudié. Et d'autre part, l'établissement de ce chiffre noir ne peut se faire que si les données d'enquête et les données administratives sont comparables. Ce qui suppose du coup de recourir à un vocabulaire juridique, et donc les données d'enquête de victimation vont aussi être prises avec l'effet contour des violences. Alors, dans un deuxième temps, il va donc y avoir une volonté d'améliorer le dénombrement des violences. Et alors, à la fin du XXe siècle, il va y avoir de nouvelles sources de données sur les violences qui vont émerger, et deux éléments socio-historiques vont participer à cette évolution: l'apparition du VIH-Sida et la 4e conférence mondiale sur les femmes de l'ONU. Alors, pour la sociologue Alice Debauche, l'apparition de questions sur les violences sexuelles dans des enquêtes en population générale est étroitement liée au contexte épidémique. Le VIH-Sida va inciter à étudier la sexualité non pas uniquement sous l'angle du plaisir ou de la reproduction, mais aussi du risque et donc des violences. À la fin des années 80, la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, va donc lancer un appel d'offres pour développer des recherches sur le sujet. Et c'est dans ce cadre que l'enquête ACSF, Analyse des comportements sexuels en France, est construite. Donc la collecte de données se fera au début des années 90. Donc cette enquête, elle a pour objectif de recueillir des informations de base sur les comportements sexuels de la population, utiles à une définition plus adéquate des stratégies de prévention du sida. Donc les violences sexuelles ne sont pas centrales, c'est pas la préoccupation centrale, mais elles vont quand même être interrogées à la fin de l'entretien. Et là, les termes utilisés ne vont plus être des termes juridiques. Les questions vont parler de conversation ou appel téléphonique à caractère pornographique et de rapports sexuels imposés par la contrainte. Et de fait, les prévalences de violences sexuelles de l'enquête SNCF vont être bien plus élevées que dans les enquêtes de victimation. Alors, c'est pas uniquement à cause du vocabulaire, mais aussi pour d'autres raisons, mais le vocabulaire joue dans cette prévalence.
Et une dizaine d'années après, il va y avoir les caractéristiques de l'épidémie ayant évolué. Il va y avoir, l'ANRS va actualiser les connaissances avec une nouvelle enquête qui va être menée, l'enquête CSF, enquête de la sexualité en France, dont on a déjà parlé au cours de la journée. Et donc en 2005-2006, des nouvelles données vont être recueillies. Et à nouveau, la question des violences n'est pas centrale, mais penser la sexualité en fait en lien avec le VIH/SIDA va forcer à considérer les rapports de domination qui entourent les pratiques sexuelles. Et en considérant la sexualité, là je cite les gens de l'équipe, en considérant la sexualité comme champ d'expression des inégalités sociales de sexe, le groupe de l'enquête CSF va produire des analyses assez innovantes sur l'instauration des violences sexuelles, mais aussi sur la variabilité de leur déclaration. Deuxième élément socio-historique, c'est l'influence de la 4e conférence mondiale sur les femmes. Donc, depuis les années 70, les luttes féministes contre les violences conjugales et les violences sexuelles ont un écho médiatique grandissant. Et inspiré par ces mouvements, l'ONU va initier dans les années 1970 de grands rendez-vous internationaux pour promouvoir les droits des femmes. Alors, la 4e conférence mondiale sur les femmes, qui va être organisée en 1995 à Pékin, va placer les violences au cœur des préoccupations et va faire de leur quantification une priorité. Donc, parmi les différentes résolutions adoptées, certaines vont spécifiquement porter sur ce sujet. Et outre l'établissement de prévalence, les préconisations vont souligner le besoin d'information sur les conséquences de ces actes. Et ce n'est pas une précision anecdotique, parce que ça va révéler un petit peu les limites des enquêtes de victimation, mais aussi la nécessité d'interroger les violences dans des enquêtes en population générale, en intégrant des modules qui portent sur d'autres points de la vie des individus pour pouvoir bien étudier les conséquences. Alors on arrive au 3e temps de l'évolution des données chiffrées. Donc la conférence de Pékin incite à repenser la mesure des violences. Et ça va être dans ce contexte que l'ANVER va voir le jour. Donc, coordonné par l'IDUC, la collecte va se faire va se faire en 2000. Et les choix scientifiques et méthodologiques auront cette fois-ci avec ceux des enquêtes de victimation. Donc tout d'abord, en appliquant les recommandations onusiennes, l'ANVER ne va interroger que des femmes. Elle va aussi s'inscrire dans une perspective féministe, c'est-à-dire qu'elle considère que les relations femmes-hommes sont traversées par des rapports de domination à tous les niveaux de la société et cela rend les inégalités entre les sexes structurelles. Enfin, en mobilisant les travaux de Liz Kelly, dont on parle plusieurs fois depuis hier matin, l'équipe de recherche replace les violences à l'égard des femmes dans un continuum. Et de ce point de vue, il est important de contextualiser les violences et de les définir à travers un ensemble d'actes, de gestes qui peuvent survenir au quotidien. Donc l'ANVER va marquer un tournant dans la production des données sur les violences, parce qu'elle va vraiment permettre de disposer pour la première fois de données détaillées et représentatives sur les violences envers les femmes. Mais elle met aussi au jour les difficultés d'objectivation des faits. Parce qu'il va y avoir un important travail de réflexion qui va être mené sur la formulation des questions sur les violences, de manière à s'appuyer sur la description de situations plus que sur l'utilisation d'un vocabulaire juridique. Et cependant, les analyses vont montrer que même avec ce type d'interrogation, la déclaration des violences de genre est dépendante, enfin la violence de femmes, est dépendante des significations individuelles que chacune leur apporte. Alors, en soulignant l'importance de l'étude des conséquences des violences, la conférence de Pékin va aussi développer l'intérêt pour les liens entre santé et violence. Et la France va s'emparer de ces questions aussi au début des années 2000. Et la mise en place de l'enquête EVS, événements de vie et santé, en 2005-2006, illustre bien ce nouvel intérêt. Alors, cette fois-ci, l'enquête va être menée par l'adresse avec le soutien de l'INSEE. Et elle peut permettre, je cite les auteurs, Catherine en fait partie, d'éclairer la nature des relations existantes entre violences subies et état de santé des personnes. Alors, contrairement aux précédents travaux, cette enquête va développer une approche longitudinale assez innovante. Alors, une approche longitudinale, mais qui se base sur des données rétrospectives. Et cette approche longitudinale est innovante pour l'étude pour les recherches sur les violences en sens social. En fait, l'intrication des parcours de santé et des parcours de violence et les liens non univoques entre ces deux parcours forcent à s'intéresser aux trajectoires des individus
et à développer donc cette vision longitudinale qui est nécessaire en fait pour comprendre des phénomènes comme la polyvictimation ou les conséquences des violences dans la vie des enfants. Et enfin, pour finir, au début des années 2000, une réflexion sur le renouvellement des données sur les violences faites aux femmes est initiée et va aboutir en 2015-2016 au dispositif d'enquête Virage, violence et rapport de genre, coordonné par l'UNEF. Le Virage va largement s'inspirer des précédentes enquêtes, en particulier de l'enquête EDS et de l'enquête, mais elle doit aussi s'en distinguer, bien sûr, pour plusieurs aspects. Donc déjà, contrairement à l'envers, Virage va interroger les hommes et va s'intéresser explicitement aux violences de genre. Et donc ce concept va permettre de rendre compte pas seulement des différences de prévalence entre les sexes, mais d'une différence de signification des violences subies selon le sexe de l'agresseur et le sexe de la victime, dans un contexte de domination systémique des hommes sur les femmes. Mais il permet aussi de préciser que c'est des formes de féminité et des formes de masculinité qui sont sanctionnées, et du coup il offre une porte d'entrée, comme disait Catherine, à la compréhension des violences subies par exemple par les personnes LGBT. Et donc, toujours dans la continuité, l'enquête Virage va proposer d'analyser des aspects des violences insuffisamment étudiés, et entre autres le fait que certaines populations minoritaires, comme les personnes LGBT, déclarent plus de violences. Donc, pour ce faire, le dispositif va se baser sur un protocole d'investigation qui est assez innovant, et pour que les données illustrent les expériences de ces différentes populations, un grand nombre d'individus va être interrogé, et donc le dispositif va se composer d'un échantillon principal en population générale et de 3 échantillons complémentaires: virage LGBT, ça va uniquement aux personnes LGBT, virage université pour essayer d'avoir des données plus fournies sur les violences dans l'enseignement supérieur à l'université, et virage victime, et là c'est plus pour essayer d'investiguer ce que les travaux sur les violences conjugales avait montré, c'est-à-dire que les expériences de violence qui sont rapportées dans les enquêtes en population générale ont des caractéristiques relativement différentes des expériences de violence qui sont rapportées dans des échantillons de convenance constitués directement pour les victimes. Donc, supposons un décalage entre les termes habituellement utilisés dans les enquêtes françaises et leur placement juridique, l'enquête Virage souhaite faire le lien entre catégorie d'enquête et catégorie juridique, mais tout en ne recourant pas au vocabulaire juridique. Donc, l'interrogation des violences va se rapprocher de celle des enquêtes de victimation, mais avec une méthodologie et une épistémologie qui est plus complexe et plus réflexive. Donc, pour identifier a posteriori de quoi relèvent les déclarations des enquêtés, il y a un grand nombre d'informations qui va être interrogées. Et tout comme dans les précédentes enquêtes, les situations de violence vont être détaillées dans le but d'illustrer une diversité d'actes et de faciliter leur déclaration. Mais pour autant, si le recours à un vocabulaire non juridique va réduire l'effet contour des violences dont vous parlez au début, il est impossible de l'éliminer complètement, surtout si la formulation des questions est guidée par les périmètres des actes tels que la loi les définit. Donc, de ce point de vue, l'enquête Virage adopte, comme les précédentes enquêtes, une vision réaliste des violences qui, du coup, va mal intégrer la multiplicité des façons de vivre et de rapporter un même type d'acte. Donc, au total, on a donc, une difficulté grande des sciences sociales à se saisir des violences, à s'en saisir tout court, à s'en saisir comme catégorie anthropologique ou catégorie métahistorique, phénomène inobservable. Dans les années 90 et 2000, il y a une floraison de travaux qui montrent qu'on s'en saisit quand même, notamment à travers le genre, et via la statistique, comme vient de le rappeler Tania, en mettant un peu d'ordre entre les différentes sources. Et cette floraison pléthorique de sources statistiques pose également tout un tas de problèmes de lisibilité, de compréhension des acteurs, et joue le rôle, en quelque sorte, d'objet frontière, avec le concept de Suzanne Star, c'est-à-dire un moyen de se parler. Tout le monde parle de chiffres et tout le monde parle à travers les chiffres, mais aussi un moyen de noyer les ambiguïtés et les malentendus dans les chiffres, dont on ne démêle pas tout à fait les processus cognitifs de fabrication et parfois les enjeux politiques. On pourra revenir sur ces aspects, si vous voulez, dans la discussion, dans les ateliers très certainement aussi, avec Océane et Damien. Et du coup, donc, maintenant, nous allons passer à un aspect particulier. Oui, parce que du coup, dans la présentation qu'on vient de vous faire avec Catherine, il n'y a pas du tout été question des âges. Or, on sait que l'âge, en rapport avec la survenue des violences, n'est pas une caractéristique banale. Et
Les enquêtes statistiques ont montré que l'apprentissage est crucial. C'est un des résultats les plus gros étudiés depuis les premières enquêtes de victimation. D'une part, elles montrent que les plus jeunes enquêtés rapportent toujours plus de violence, et d'autre part, pour les enquêtes d'une perspective biographique, que c'est surtout aux jeunes âges que vont survenir les violences. Donc on va maintenant laisser la parole à Lucie d'Ambroise-Vendue, et après la pause à Lucie et j'ai par exemple. Ce qui est frappant depuis une trentaine d'années, c'est la place médiatique qu'occupe la question des violences sexuelles. Et alors évidemment, quand on parle de place médiatique, on est bien obligé quand même de convoquer des notions aussi discutables que celles d'opinion publique, et puis des notions moins discutables peut-être qui sont celles de récit, hein, parce que derrière cette convocation constante de l'opinion publique autour des violences, et particulièrement des violences sexuelles, il y a la question du récit, de la narration, de la mise en mots de ces violences, puisque c'est par ce récit, qui soit celui d'ailleurs produit par les sciences sociales ou produit par les médias, c'est par ces récits que nous abordons la question des violences quand nous sommes du côté de l'observation et du côté de la position scientifique. On est donc au cœur, depuis 30 ans, de ce que Michel Foucault appelait le grand processus de mise en discours du sexe, cette mise en discours passant donc par la question de la violence. Alors, j'aurais voulu, donc j'avais prévu d'aborder la question de la définition. Je vais passer sur ce qui aurait été une première partie. Hein. Je vous annonce que seront, en bonne historienne, je vous annonce ce que seront mes parties suivantes. Hein. J'aborderai ensuite directement la question des crimes sexuels sur mineurs, puisque moi j'ai résolu la question, pour ma part, en parlant de crimes, hein, et en interrogeant ce qui, depuis 1810, c'est-à-dire depuis le Code pénal, est considéré comme des infractions. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir comment ça a évolué. Je me suis arrêtée en 2010, hein, parce qu'il faut s'arrêter un jour. Hein. Et je considérais que 200 ans, c'était suffisant pour saisir au moins l'amorce d'une évolution. Et puis, je reviendrai aussi, mais alors rapidement également, hein, sur la comptabilité à laquelle cette criminalité-là a été soumise, alors via le compte général de l'administration de la justice criminelle, bien sûr, hein, et puis via d'autres sources éventuelles. Et puis, j'aborderai finalement ce que vous attendez peut-être davantage, hein, c'est la spécificité sexuée de cette criminalité, puisque ce sont en effet bien des petites filles qui sont les principales victimes, au moins dans ce que nous disent les archives de la justice et dans ce que nous disent les statistiques. Pas du compte général, hein, puisque il n'y a pas de statistiques du compte général sur les victimes elles-mêmes, hein, sur la composition des victimes. Donc les statistiques que j'ai, c'est moi qui les ai construites à partir du dépouillement des dossiers de procédure essentiellement et des arrêts de cour d'assises. Voilà, alors juste, je voulais vous dire, pour régler le premier point que je voulais aborder donc sur ces violences, de quoi parle-t-on? Que, évidemment, quand on parle de violences sexuelles, c'est encore plus compliqué, je dirais, que quand on parle de violences en général. On pourrait penser que ça simplifie, ça encadre un peu la question, mais pas du tout. C'est plus compliqué parce que, en matière de... Et finalement, vous le savez mieux que moi, hein, en matière d'appréhension de la violence comme constitutive ou pas du rapport de genre et du rapport sexuel, évidemment, on a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Et alors ça suscite l'intérêt de l'historienne que je suis, parce que c'est une des choses qui m'a amenée à vouloir essayer de comprendre comment et pourquoi le sexe était justement devenu un objet de discours, de science, mais aussi évidemment un objet politique hautement inflammable dans le cadre de cette interrogation portant sur les questions de genre. Et évidemment, je me suis demandé aussi si finalement cet intérêt récent pour la délinquance
sexuelle, tout ce qui touchait à la délinquance sexuelle était lié à la seule mobilisation féministe qui a été évoquée tout à l'heure, où bon, vous avez déjà la réponse, vous savez mieux que moi que évidemment non, hein, mais si il ne fallait pas aussi y lire, y déceler d'autres enjeux, des enjeux de pouvoir, et toujours quand même revenir à Foucault, pour ne pas le citer. Alors, donc, je passe rapidement sur la question de la définition. Bon, j'ai fait un petit tour, notamment via le catalogue de la BNF. C'était tout à fait amusant, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, tout à fait intéressant de considérer que sur 90 pages de notices bibliographiques dans le catalogue de la BNF, à partir des termes de recherche violence sexuelle, hein, 900 titres répondent à la recherche violence sexuelle, hein, et sur ces 900 titres, il y en a 723 pour la seule période 2000-2020. Donc on est bien, vous voyez, même, c'est encore plus... Il y a une concentration, hein, de la quantification au cours de ces 20 dernières années. J'ai voulu faire une revue rapide des usages de la violence que je vous passe, on pourra y revenir, puisqu'évidemment, cette question des violences, elle n'est pas du tout perçue de la même façon selon qu'on se situe du côté du droit, du côté de la psychiatrie, de la psychologie, hein, et dans les sources, on trouve des appréciations et des définitions de cette violence extrêmement différentes. Une chose me paraît claire, c'est qu'elle est de plus en plus évaluée et définie à partir de la victime, à partir des victimes. Et ça, c'est, me semble-t-il, assez nouveau, avec évidemment toujours cette question de la zone grise. Alors, où est-ce que j'appuie là pour le... C'est ça. Donc, je passe sur tout ça. Je peux mettre en plein écran aussi. Ouais. Ça, je peux mettre. Ah oui, parce que ça... Ouais, voilà. Bon, voilà. Alors, juste pour finir sur ce point, hein, Yves Michaud est philosophe, vous le connaissez sans doute, hein, mais on est d'accord, lui et moi, sur au moins une chose, c'est qu'évidemment, l'appréhension de la violence, de ce qui est considéré comme violence, est quelque chose d'extrêmement contextuel. Et que dans une société du confort et du droit, etc., la sensibilité à la violence ne peut qu'augmenter. Pardon, c'est intéressant d'ailleurs. Voilà, donc j'en arrive au deuxième point que je voulais aborder, le crime de pédophilie, défini donc par l'âge de la victime. Ça, c'est le code pénal, je vais revenir, hein, sur ces articles. Le code pénal de 1810, donc, ne crée pas d'infraction spécifique concernant les mineurs. Vous voyez juste que dans l'article 332, si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans accompli, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. Hein. Et il est bien question de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence. La spécificité de ce code, c'est qu'en 1832 est créée une loi qui invente un autre crime, et c'est bien un crime, hein, c'est l'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 11 ans, c'est-à-dire en réalité de moins de 11 ans. Donc cet âge sera relevé à 13 ans en 1863, à 15 ans en 1945. Donc désormais dans le code, c'est l'âge qui définit le crime, c'est l'âge qui fait le crime, hein. Et à l'inverse de ce qui existait précédemment, ce crime est défini, ce qui est constitutif de ce crime, c'est la non-violence, qui pose d'autres problèmes, et j'essaierai de dire que finalement c'est considéré par le législateur d'une certaine façon comme étant plus grave, que l'usage de cette non-violence est plus grave que l'usage de la violence. Alors, le rapporteur de la commission à la Chambre des Pairs qui a conçu cette loi, Monseignat,
introduit donc une idée nouvelle, qui est que la séduction d'une victime faible, inexpérimentée, qui est l'enfant, hein, peut être assimilée à une violence. Donc c'est bien l'idée d'une violence morale qui se fait jour, même si le terme n'est pas forcément utilisé comme tel. On voit bien que pour autant, le sexe n'est pas explicitement visé. C'est à la fois l'âge et surtout les mœurs qui sont ici l'objet de l'attention du législateur, hein. Le plus grand des attentats qui puisse outrager les mœurs est celui qui emploie la force et l'audace contre la faiblesse et la pudeur, qui anéantit la liberté dans son plus doux exercice, qui imprime à la vertu la tâche du déshonneur. Bon, on pourrait passer 2 heures à commenter chacun de ces mots, hein, et rend la personne complice, bien que son cœur reste innocent. Voilà toute l'emprise d'un vocabulaire qui, bien que le Code ait voulu se dégager complètement du christianisme, hein, de la religion, se séculariser, bon, ça reste quand même très prégnant. Je dis, il a voulu, je ne dis pas qu'il a réussi. Hein. On voit que ce vocabulaire reste très prégnant et que ce qui compte, c'est quand même la vertu, le déshonneur, l'innocence, le cœur innocent. Cette idée, on la retrouve dans la loi de 1863 qui augmente donc l'âge d'un rapport sexuel licite, mais non, c'est pas encore là, pardon, j'ai pas de... Il y a toute une discussion en amont de la loi de 1863 sur quel est le bon âge. Évidemment, c'est une question compliquée. Quel est le bon âge? Alors, on compare avec les pays voisins. Dans les pays méridionaux, la question de la puberté est évidemment centrale. Hein. Dans les pays méridionaux dans lesquels la puberté est plus précoce, cet âge est plus précoce. Dans les pays du Nord ou d'Europe de l'Est, il est plus tardif. Bref, on arrive à une espèce de moyen terme avec les 13 ans. Du coup, cette loi la loi 1832 comme la loi 1863, et on va retrouver la même chose après 1945, ces modifications posent toute une série de problèmes nouveaux, puisque le problème que je présenterai de la manière suivante: comment reconnaître un attentat à la pudeur sans violence, c'est-à-dire un attentat qui ne laisse pas de traces physiques, hein. Et c'est pour répondre à cette question, évidemment, que la justice va faire de plus en plus appel aux lumières de l'expertise médicale. Expertise médicale bien embarrassée d'ailleurs, enfin à la fois bien embarrassée, parce qu'il est extrêmement difficile. Tous les médecins experts du 19e siècle s'accordent à dire qu'en réalité c'est quasiment impossible de déterminer qu'il y ait eu un attentat à la pudeur sans violence, mais en même temps ils continuent de revendiquer leur place éminente au sein du dispositif judiciaire, puisque évidemment là il y a bien quand même un enjeu de pouvoir. Par ailleurs, la question qui n'aurait pas dû être posée au gré des procédures, qui est que, la question du consentement, qui n'aurait pas dû être posée, puisque en dessous de 11 ans ou en dessous de 13 ans, un enfant ne saurait consentir. Elle est invariablement posée dans tous les dossiers que j'ai consultés, j'en ai consulté plusieurs centaines, hein, elle est invariablement posée. Quand c'est pas par le procureur, c'est par le juge d'instruction lui-même. Et même le président de la cour d'assises peut éventuellement soulever cette question du consentement de la petite fille dans cette affaire. Alors, on voit que, je reviendrai là-dessus si vous voulez, hein, on voit qu'à ce stade, il n'est donc pas question de genre dans les discours, hein, ni même dans le dispositif, hein, il n'est pas question de genre, il n'est pas question de sexe non plus.
Bon, voilà, alors ça c'est comme je vais aller trop vite, évidemment, je passe dessus. Hein. Chauveau et Elie sont donc des juristes, auteurs de cette théorie du code pénal qui a été, si j'ose dire, un best-seller tout au long du XIXe siècle, inlassablement réédité, hein, augmenté, corrigé, etc. Et voyez qu'en 1887, donc à la fin du XIXe siècle, il se félicite à la fois de l'augmentation donc, de l'âge, mais en même temps, ils sont très méfiants. Hein. Il faut prendre garde que plus on approche de l'âge nubile, et plus il y a lieu de craindre que la volonté ne vienne contredire la présomption de contrainte morale qui est l'élément du délit. Voilà, hein. Évidemment, plus la victime est âgée, et plus elle aurait pu être consentante, et plus elle aurait pu, ou en tout cas affirmer qu'elle n'était pas consentante. Bref. Les choses semblent assez confuses au sein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, au sein de la justice, dans la pratique de la justice, alors que le code pénal est très clair. Elle est d'autant plus que, d'autant plus, ou en tout cas ça ne suffit pas à corriger cette confusion, le fait qu'à la fin du XIXe siècle, à peu près au moment où Chauveau et Elie réédite cette théorie du code pénal, hein, on commence, le législateur, pour des raisons contextuelles, politiques, historiques, sur lesquelles je ne reviens pas, hein, commence de se préoccuper davantage de la protection de l'enfance, et que la presse se met à évoquer assez régulièrement les questions d'enfants maltraités, d'enfants martyrs. Alors là, j'ai pris 2 exemples, il y en a des dizaines. Hein. Le petit journal, vous le connaissez peut-être, hein, c'est le quotidien populaire commercial qui paraît sous cette forme de supplément illustré à partir des années 1880, qui est acheté par beaucoup de gens, qui circulent énormément et qui, vous voyez là, consacre deux des unes du supplément illustré, hein, aux enfants martyrs, le thème des enfants martyrs, donc des enfants maltraités au sein de leur famille, devient un thème central dans la presse populaire autour des années 1880 et 1890. Il est même particulièrement central en 1897 et il n'est pas étranger, cette médiatisation n'est pas étrangère à une des 2 grandes lois de protection de l'enfance de la fin du XIXe siècle, qui est la loi de 1898. On y reviendra peut-être si vous voulez pendant la discussion. Donc c'est dans le cadre de cette prise en compte des mauvais traitements, je vais essayer de parler français, des mauvais traitements infligés aux enfants, que la question des crimes sexuels dont les enfants sont victimes commence d'être abordée un petit peu dans la presse à la fin du XIXe siècle. Et vous voyez, c'est sous la forme de... comme toujours, hein, cette presse populaire présente la chose sous la forme de la série, tous ces martyrs d'enfants subitement découverts, ont jeté l'émotion dans les âmes, bon, etc., etc. Hein, et en mettant l'accent sur cette idée que ce sont les parents, et quels parents, le père ou la mère, qui sont les coupables. Et les 2 lois de 1889 et 1898 vont en effet s'intéresser à la question de l'autorité paternelle et prévoir un dispositif pour suspendre, pour même priver le père de son autorité paternelle. Bon, on pourra revenir sur ces dispositifs, je passe. Alors, sur le 3e point que je voulais aborder, je ne reviens pas donc sur l'avalanche de chiffres, à laquelle on est... Moi, j'ai complètement, je ne vous cache pas, j'ai pratiquement complètement renoncé à manipuler les chiffres. Pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, parce que... je ne sais pas complètement renoncer, on ne peut pas évidemment, hein, mais en étant toujours extrêmement prudente. Bon, je ne reviens pas sur ce qui a été dit là. Voilà, ça c'est les statistiques que j'ai construites à partir de mes propres comptages dans le compte général de l'administration de la justice criminelle. Je ne commenterai pas les variations, alors qui concernent donc les affaires de crimes sexuels
Donc, attentat à la pudeur sans violence, attentat à la pudeur avec violence et viol, exercé sur les mineurs depuis que le compte général existe, c'est-à-dire depuis 1826 jusqu'à 2010. Et qu'en principe, quand je présente ce graphique, je dis on peut se féliciter de l'augmentation de ces courbes à chaque fois qu'on voit qu'elles augmentent, et du pic qui se dessine à partir du milieu des années 1990, puisque, évidemment, comme ce sont des statistiques de la dénonciation, voilà, on ne peut que se réjouir de cette augmentation et du fait que cette question ait fait irruption, en quelque sorte, dans l'espace public et ne soit pas restée cantonnée à l'espace judiciaire aussi. Je voudrais vous dire juste un mot du traitement, de la réponse pénale apportée à cette criminalité tout au long de cette période. D'une part, alors si quand même, peut-être une chose, avant d'aller plus loin, une chose quand même est sûre, c'est que l'augmentation des faits constatés par les services de police pour infraction sexuelle est bien supérieure à l'augmentation de l'ensemble des crimes et des délits contre les personnes, a été entre 74 et 98. C'est-à-dire même avant ce pic que je remarque ici. Bien supérieur, les crimes et délits contre les personnes avaient augmenté de 27%, alors que les crimes et les délits sexuels ont été multipliés par 2 pendant cette période. Bon, ça nous dit quelque chose. Non pas, je ne sais pas, moi, ça me dit quelque chose sur quand même la manière dont une société se saisit de cette question, pour rester très prudente. Alors, juste un mot donc, sur la réponse pénale pendant cette période. La réponse pénale apportée à ces crimes, en gros, on a un taux d'acquittement qui très important au début de la période, c'est-à-dire au cours du premier 19e siècle. 40% des dénonciations se soldaient par des acquittements, ce qui n'était pas d'ailleurs tellement supérieur au volume général des acquittements pour la période. Ce taux d'acquittement, il n'a pas cessé de diminuer au fil du 19e siècle et plus encore au fil du 20e siècle, ce qui laisse penser que en gros, quand même, ces dénonciations ont été de plus en plus prises au sérieux, même si ça a été très progressif et très long. En revanche, ce taux des acquittements s'est accompagné d'une augmentation des verdicts correctionnels, des peines correctionnelles. Ben oui. Donc il y a eu une espèce d'effet ciseau. Alors c'est lié, cette augmentation des peines correctionnelles, à un phénomène de correctionnalisation, c'est-à-dire que qui est lié à plusieurs choses. D'une part, à la question subsidiaire souvent posée par le président de la cour d'assises, qui s'entend que l'accusé ne va pas être condamné, se dit je reviendrai évidemment sur les motifs de cette non-condamnation, de ces acquittements, se dit je vais poser une question subsidiaire parce que quand même il faut obtenir une condamnation, les faits sont constants, mais je vois bien que les jurés ne vont pas condamner. Donc il pose une question subsidiaire sur l'outrage public à la pudeur et il obtient même assez souvent d'ailleurs des condamnations. Il suffit que l'attentat ait été commis à l'extérieur ou simplement qu'il y ait eu d'autres enfants, donc des témoins, pour obtenir ce type de condamnation. Donc du point de vue des pénalités, le XXe siècle, lui, est marqué par un double mouvement, à la fois un allègement constant des peines du début du siècle aux années 1980, et puis depuis les années 1980, une aggravation de la sévérité, qui est à la fois liée à aggravation de la sévérité, qui est à la fois liée à la loi de 1980, encore que cette loi ait quand même conduit à correctionnaliser l'attentat à la pudeur sans violence sur mineurs,
et aggravation de la sévérité qui est aussi liée au nouveau code pénal. La France, donc, est à l'aube du XXIe siècle le pays qui connaît la plus forte proportion des longues peines en matière de criminalité sexuelle. Les agresseurs sexuels sont plus longuement, plus fréquemment condamnés à la privation de liberté sans sursis que les autres criminels et bénéficient moins de libération anticipée. Je ne dis rien du fichier centralisé des empreintes génétiques des personnes condamnées qui existe depuis 1998. Je ne dis rien non plus de la loi sur la rétention de sûreté et je dirais juste qu'un certain nombre de juristes se sont un peu alarmés de l'espèce de construction anarchique du droit élaborée depuis une vingtaine d'années, notamment autour de la question de la prescription sur laquelle on reviendra si vous voulez bien. Je préfère aborder les enjeux du genre. Alors, j'ai absolument pas regardé ma montre. Le temps, combien 20. Oh, alors, c'est parfait. Les enjeux du genre, je l'ai dit pour commencer, les filles sont majoritaires dans les victimes que j'ai repérées dans ces dossiers de cour d'assises. J'aurais pas dû vous mettre cette diapositive que vous lisez, évidemment, ce qui est bien normal. Bon, voilà, à plus de 77%, les victimes de ce crime de pédophilie que personne ne qualifie comme ça avant les années 70, sont des filles. Je fais allusion aux travaux d'une autre historienne, Anne-Marie Sonne, qui arrive, elle, à des chiffres encore plus forts, puisque dans ses attentats, dans son étude sur les attentats à la pudeur sur les mineurs, elle est arrivée à un taux de garçons de 3%. Donc très peu de monde. Les rapports faits par les présidents des cours d'assises au garde des Sceaux, qui sont des rapports bisannuels, permettent d'aboutir au même ordre de grandeur. On est entre 4 et 8% de garçons parmi les victimes. À cette question du sexe s'ajoute évidemment celle de l'âge. J'ai essayé de compter, de repérer quels étaient les âges auxquels les petites filles étaient préférentiellement victimes de crimes, d'attentats à la pudeur sans violence. Je note, comme Anne-Marie Sonne d'ailleurs, la très forte prééminence des 10-12 ans. Quand, évidemment, je peux retrouver cet âge qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que dans les arrêts des cours d'assises, souvent, l'âge n'est pas donné. Je vous renvoie aussi à d'autres travaux faits par Marie-Josée Julia Issali pour la période 58-78, 1958-1978 dans l'Aveyron. Elle arrive aussi à cet âge de 10 ans. On reviendra là-dessus si vous voulez. Je n'ai pas d'explication. Là, c'est vraiment des constatations. Ces chiffres, que ce soit celui du sexe ou celui de l'âge, enfin, celui de l'âge pas trop, mais celui du sexe, contredisent un certain nombre de textes législatifs et réglementaires qui ont été publiés notamment dans les années 80, ainsi d'ailleurs qu'une partie du discours médiatique qui présente les enfants victimes d'abus sexuels comme étant à part égale des filles et des garçons. Or, aucune, en tout cas à ma connaissance, les études qui existent sur la question n'arrivent pas à montrer qu'il y a autant de garçons. Et il me semble que cette insistance sur le caractère équitablement réparti entre les filles et les garçons témoigne d'une économie, au contraire, de considération relative au rapport de genre, au rapport de domination, qui était évidemment ici renforcé par la question de la génération. Or, évidemment, on peut parfaitement
il me semble qu'on peut parfaitement insérer cette question de la criminalité sexuelle exercée sur les petites filles, donc je dirais maintenant, dans une pensée globale des rapports de domination, des rapports de genre, une pensée globale qui s'est développée quand même très, très précocement, autour de l'interprétation du viol. Je renvoie évidemment à des textes que vous connaissez, qu'il s'agisse de Suzanne Griffin ou de Suzanne Brown-Miller, pour qui le viol n'est évidemment pas un acte sexuel, mais un acte de domination sur les femmes, et un acte qui vise à installer la peur chez les femmes. Évidemment, l'installer chez les petites filles, c'est encore plus efficace et radical. Et donc, Suzanne Griffin, qui donc définit le viol comme étant une forme d'exclusion sociale, sans doute la plus efficace, quand Suzanne Brown-Miller voit le viol comme un exercice de pouvoir, d'intimidation, mais en fait, bon, tout ça est convergent. À ceci, j'ajouterais la question du milieu social, parce que c'est aussi une question qui revient de manière récurrente. Et c'est une question, je ne suis pas sûre qu'on soit en mesure de la trancher aujourd'hui à partir des informations dont on dispose. Une chose est sûre, c'est que dans mes archives de justice des 19e et 20e siècles, j'ai trouvé une très forte prédominance des milieux sociaux inférieurs, des pauvres, disons-le, des classes pauvres, surtout d'ailleurs chez les filles. Pourquoi ? Parce que les garçons victimes que j'ai trouvés sont souvent victimes dans mes dossiers d'instituteurs, et donc ils sont dans des institutions enseignantes, et ils appartiennent à des familles plus aisées. En revanche, les petites filles que j'ai trouvées, ce sont des petites servantes, des petites domestiques, des enfants orphelines qui ont été placés, et des enfants qui ont eu bien du mal à révéler le crime dont elles ont été victimes. Et c'est évidemment autour de cette question de la révélation. Alors on peut dire que là, on a fait un petit peu de chemin quand même depuis, mais depuis le 19e siècle. La question de la révélation au 19e siècle, elle est absolument centrale, elle est capitale. Révéler le crime pour une petite fille, c'est presque pire que de l'avoir subi. Et ce témoignage de Marie 5 ans que je vous ai mis là, que j'ai trouvé donc dans les rapports, non, ça c'est les dossiers des archives nationales, la série BB20, Marie 5 ans, qui nous dit le dossier de procédure, dont le témoignage produit une vive impression sur les jurés, après avoir dit à T, donc son agresseur, « Comment pouvez-vous nier ce que je vous dis ?» Elle a ajouté, « Ah, si ce n'était pas vrai, je ne le dirais pas. Cela m'ennuie assez de le répéter, mes parents m'ont bien grondé, et les autres enfants se moquent de moi. Allez, il n'y a pas de danger que je retourne chez vous. » Donc finalement, c'est ce que dit déjà Jérémy Bentham à la fin du XVIIIe siècle, il y a des crimes dont la révélation est pire que le crime lui-même, parce qu'ils produisent davantage de désordre, de chaos. Ce désordre-là, au XIXe siècle, c'est le désordre qui vise à priver la petite fille du capital, et surtout en milieu modeste, du capital essentiel qui est le sien, c'est-à-dire sa virginité, son innocence. Son cœur est resté innocent, nous disait-on. Oui, mais le cœur innocent, ça ne suffit pas. Le corps innocent, le corps vierge, le corps non affecté par la violence sexuelle, évidemment, dans le cadre du mariage, c'est beaucoup plus important. Alors, vous voyez que cette petite fille, Marie, on a du mal à la croire manifestement. On retrouve là l'éternelle confrontation, ses paroles contre paroles. Manifestement, l'attentat n'a pas laissé de preuves physiques sur son corps. En 1865, elle a certainement été l'objet d'une expertise médicale. Donc, c'est parole contre parole. Et c'est donc pour répondre à cette question de la parole des enfants que les médecins vont s'emparer de ces affaires d'expertise.
Je n'ai pas le temps de vous refaire toute la chronologie de l'expertise médicale. Pourtant, c'est vraiment passionnant. Vous avez peut-être entendu parler d'Ambroise Tardieu, qui est quand même, de ce point de vue-là, un homme, un médecin tout à fait intéressant. Cela dit, il n'est pas suivi. La génération d'après Tardieu revient à une espèce de position de méfiance systématique à l'égard des enfants, du témoignage des enfants, de l'expertise des enfants, avec cette idée qu'en plus, il ne peut pas y avoir de viol au sens du code pénal, c'est-à-dire l'introduction par un vagin, par un pénis d'un vagin, chez les petites filles, en raison de la disproportion des organes entre l'agresseur et l'agressé. Donc, la doxa médicale, c'est ça. Il n'y a pas de viol, c'est pour ça que l'incrimination d'attentat à la pudeur sans violence est évidemment très, très importante. Mais cet attentat à la pudeur sans violence, donc, il ne laisse pas de traces ou très peu de traces. Et quand il y a des traces, mais Tardieu le remarquait lui aussi, quand il y a des traces, c'est quoi? C'est des organes génitaux un peu tuméfiés, un peu gonflés. Ça pourrait être le signe d'un onanisme précoce et évidemment répréhensible. Donc de l'immoralité de la petite fille. On revient à cette idée qu'après tout, elle était peut-être consentante. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que les experts qui suivent Tardieu donc, sont de plus en plus méfiants à l'égard du témoignage des enfants. Ils disent bien, il ne faut pas interroger les enfants, il ne faut pas leur parler. Il faut juste les examiner, constater sur eux l'existence de preuves ou pas, et puis passer, parce que si on les interroge, on va leur souffler l'idée qu'ils auraient pu, effectivement, on va leur enseigner un savoir qu'ils ne doivent pas dominer, évidemment, on peut leur souffler l'idée qu'ils auraient pu être victimes de choses ou d'autres, et donc on va finalement susciter les faux témoignages. Je pense à quelqu'un comme Léon Thoineau, qui est vraiment l'inventeur, en quelque sorte, du faux témoignage des enfants. Et cette invention, elle est renforcée, et c'est ça que je voulais vous dire, par la théorie développée en 1905 par Dupré, qui est un des premiers, qui est un des pères de la psychiatrie française, Ernest Dupré, qui publie donc en 1905 son ouvrage sur la mythomanie, qui va régler en quelque sorte le problème pendant presque... Bon, je ne sais même pas s'il est toujours complètement réglé, d'ailleurs, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Dupré dit, en fait, la question, ce n'est pas le mensonge ou la vérité. Les enfants peuvent très bien raconter des choses dont ils sont convaincus, ils y croient, mais ils affabulent. Ce sont des petits mythomanes, comme les femmes d'ailleurs. Les femmes et les enfants sont très enclines à la mythomanie. Et voilà, donc Dupré va donner une espèce de consistance scientifique à l'idée qu'il ne faut pas croire la parole des témoins. Et c'est important parce que lui, comme Thoineau, donne des cours de médecine légale, et donc il forme des générations entières d'experts qui ensuite vont avoir à se prononcer pendant les procès. À ceci s'ajoute, au début des années 20, un article publié dans les Annales de médecine légale, de criminologie et de police scientifique. Alors, le titre de ces annales de médecine légale n'a pas cessé de changer. Un article publié par un médecin qui s'appelle Eugène Gelma. L'article s'appelle l'article s'appelle État mental des petites filles plaignantes dans les affaires d'attentat à la pudeur. J'ai coupé le titre parce que c'était vraiment trop long. Gelma va plus loin que Dupré. Alors ça c'est la fin, j'aurais pas dû vous mettre la diapositive tout de suite, puis je sais pas faire des diaporamas dynamiques, je suis complètement nulle, donc je mets tout d'un seul coup, mais c'est dommage pour le suspense. Peu importe. Gelma reprend la théorie des fausses accusations de Thoineau, il reprend les théories de Dupré sur la mythomanie ou donc le mensonge de bonne foi, mais il va plus loin en mettant l'accent sur le fait que les petites filles donc, peuvent être consentantes. Il part de cas qu'il a étudiés, dit-il, et même souvent, dit-il, elles sont plus que consentantes, elles ont été séductrices de leur agresseur. Et c'est évidemment autour de cette question du consentement, de la séduction, que va se cristalliser toute l'ambiguïté judiciaire
de l'attentat à la pudeur sur mineurs au XXe siècle. Et alors je reviens à Émile Garçon, qui dans son code pénal a noté, essaye de rappeler le personnel de justice à la raison, en disant l'attentat à la pudeur est évidemment punissable, quelle que soit la moralité de la victime. Il importerait peu que ce fût une fille publique si son consentement a réellement fait défaut. Hein. Mais voyez quand même l'ambiguïté. Si son consentement a réellement fait défaut, bah oui, mais normalement, en droit, si la victime a moins de 13 ans, son consentement a fait défaut. Et pourtant, il est toujours réinterrogé. Donc, notre amie Gelma, va consolider en quelque sorte les préventions des observateurs des enfants, peu de valeur du témoignage des enfants, et perversité ou perversion, je ne sais pas bien, des enfants dont dépendent la liberté et l'honneur des citoyens, puisqu'évidemment les auteurs sont des hommes et que ce sont aussi des hommes qui composent les jurés des cours d'assises, il faut le rappeler, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale incluse. Donc les verdicts rendus ne sont pas très surprenants. Alors, pour rassembler un peu tout ceci, l'innocence de la victime, c'est quand même... L'idée de l'innocence de la victime a eu du mal à s'imposer au cours de ces 2 siècles d'histoire. Elle s'est imposée, pas complètement sans doute, tardivement en tout cas, mais plus facilement pour les enfants que pour les femmes, puisque les enfants, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on a vu que ça se dessinait déjà à la fin du XIXe siècle, vont commencer d'incarner dans l'ordre des représentations sociales l'innocence, une figure de l'immaculé, je dirais, qui doit être tenue à distance de la sexualité. Donc, ça me semble appeler une autre question à laquelle je ne répondrai pas, mais que je vous soumets, c'est la nécessité d'interroger cette représentation du rapport entre sexualité et enfance, ce qu'elle doit à l'héritage chrétien, évidemment, j'ai déjà suggéré, et cette montée en puissance de la sacralité de l'enfance, ou de l'enfant, qui fait, comme le remarque Antoine Garapon, du coup, de son agresseur, le monstre absolu. À l'ange absolu s'oppose évidemment le monstre absolu. Je reviens à mes petites filles. Qu'est-ce qu'on redoute? Qu'est-ce que redoute ce personnel de justice pour les filles? Ce sont les risques à long terme. Ce ne sont pas les risques sociaux. Ce sont les risques à long terme, et c'est là que l'on retrouve la non-violence comme facteur aggravant et comme facteur problématique de cette criminalité. Si l'attentat à la pudeur a été perpétré sans violence, alors le risque pour les observateurs et pour les moralistes du XIXe siècle, mais ça reste vrai jusque très tard dans le XXe siècle, j'insiste là-dessus, c'est que la petite fille, à défaut d'avoir été séductrice, provocatrice, voire même, disait Gelma, à défaut d'avoir été pleinement consentante, aurait pu quand même trouver une certaine satisfaction dans ce qui s'est passé dans ce rapport sexuel avec un adulte. Et alors du coup, l'attentat à la pudeur, présenté par les auteurs comme étant simplement un rite d'initiation sexuelle, je vous fais grâce des témoignages des auteurs, mais ils sont intéressants, il ne faut pas en faire l'économie évidemment. Une initiation sexuelle précoce et c'est ça qui gêne les observateurs, c'est que trop précoce, elle pervertit les petites filles, et donc elle hypothèque non seulement leur virginité, etc., donc leur capital mariage, mais elle hypothèque également leur rôle d'épouse à venir et leur rôle de mère, parce qu'elle les initie à la débauche, ce qui, au XIXe siècle, mais je pense que, encore une fois, ça n'a pas changé pendant une large partie du XXe siècle,
c'est bien le problème. Alors, du coup, on n'interroge pas du tout même les conséquences psychologiques. La blessure psychique n'est pas une notion du XIXe siècle, elle n'est pas une notion non plus pendant longtemps au XXe siècle. Bon, je n'ai pas le temps de développer cette question. On voit apparaître tardivement, voilà, ça je passe sur ce rapport d'expertise, hein. Voilà, c'est plutôt ça. Vous voyez, ici on est en 1960, un rapport médico-psychologique d'une petite victime. Le viol a laissé des traces. Donc, dans le subconscient de l'enfant, on utilise encore le terme subconscient. Je pense que là, dans l'idée du médecin, c'est plutôt l'inconscient qui veut dire. Hein. Il est vraisemblable que cette fillette conservera toute la vie le souvenir de l'agression paternelle, c'est d'un inceste dont il s'agit. La charge émotionnelle s'atténuera avec le temps, mais un conditionnement sexuel défavorable pourra en résulter de façon définitive et être à l'origine des troubles sexuels futurs du type de la dysparéunie à l'âge adulte. Voilà, là, c'est dit, hein, ce qui pose problème. Sur le plan psychologique, la charge émotionnelle va s'atténuer, mais en revanche, la victime pourra conserver des difficultés à s'accoupler. Donc si elle a des difficultés à s'accoupler, elle ne sera ni une bonne épouse, ni une bonne mère, et là, on est bien embêté. Ce que juste je voulais préciser pour ce témoignage, hein, c'est que ce médecin n'a répondu qu'à une question formulée par le juge d'instruction qui demandait si Eliane, qui a 7 ans, hein, avait la possibilité psychologique de résister, de dire non à son père. Bon, c'est quand même, on est en 1960. Hein, voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. J'aborde la conclusion. Rapidement, j'insiste sur les petites filles. Les petites filles sont quand même les grandes absentes de l'histoire. Hein. On a parlé des femmes absentes de l'histoire, mais celles qui demeurent absentes de l'histoire et absentes des représentations. Cherchez les petites filles dans la peinture du XIXe siècle, à part Renoir, un peu Bonnard, il n'y a pas grand monde. Cherchez des petites filles dans la littérature du XIXe siècle, sortie de la comtesse de Ségur, que l'on doit remercier, il n'y a pas grand monde non plus. Et puis bon, Cosette, mais enfin Cosette, comparée à Gavroche, elle ne fait pas le poids, je suis navrée de le dire. Et donc évidemment, je voulais pour finir évoquer les travaux de Leïla Sebar, hein, On tue les petites filles, une enquête sur les mauvais traitements, sévices, meurtres, incestes, etc., qui est un livre qui a été publié en 1978 et qui a été l'une des premières à mettre l'accent sur les violences exercées sur le corps des petites filles et que c'était bien une violence, c'était bien une violence de genre et que c'était bien un rapport de domination. Pourtant, je voulais nuancer un tout petit peu. À la même époque, alors Leïla Sebar a publié On tue les petites filles en 78, puis Nancy Houston, Jouer au papa et à l'amant en 79, puis à nouveau Leïla Sebar, Le pédophile et la maman en 1980. Ça, c'est vraiment les premiers textes hein, qui s'insèrent dans cette période des années 70 que j'ai qualifiée de temps de la plaidoirie pédophile, pro-pédophile. Or, Nancy Houston, on voit que dans Jouer au papa et à l'amant, elle reste assez ambivalente à l'endroit de cette plaidoirie pédophile dans laquelle s'inscrit Matzneff, hein, par exemple. Vous voyez, elle dit, elle relèvera de la mauvaise foi aussi longtemps que la philopédie. Donc là, il utilise le vocabulaire de Matzneff, c'est intéressant, est étouffé. L'amour des petites filles demeurera une forme de contrainte jusqu'à ce que s'épanouisse l'amour des petites filles, c'est-à-dire l'amour qu'elles éprouvent, elles. Ce jour-là, peu importera l'âge des êtres qu'elles désirent, mais la liberté ne se parachute pas, etc., etc. Elle met l'accent, évidemment, sur la famille nucléaire. Hein. Les rapports d'amour entre hommes et petites filles comporteront nécessairement un élément de pouvoir. Et pour finir,
je voulais citer Jean-François Chassaing qui me semble, et c'est déjà vieux, hein, ça date de 2005, cet appel quand même à la vigilance sur le traitement des affaires de pédophilie, hein, dont dit-il est symptomatique de cette incapacité à penser l'enfance. Leur corps leur appartient, à eux seuls, ils doivent donc, etc. Hein, mais en même temps, le discours sur l'enfant propriétaire de son corps ne peut être admis au-delà d'un tel non. L'enfant ne saurait dire oui. Donc non, son corps ne lui appartient pas. Hein. Son corps continue d'appartenir aux adultes. Et j'ajouterais qu'à cette incapacité ou à cette absence de volonté, hein, de penser l'enfance, s'ajoute évidemment une incapacité, une absence de volonté à penser la famille. La famille comme lieu d'exercice du patriarcat, comme lieu d'exercice du pouvoir et comme berceau des dominations, pour ne pas citer Dorothée Ducy. Je vous remercie.